Rome a légué beaucoup de ses institutions aux démocraties modernes. Pourtant, elle-même n'en était pas une. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est cher à mon cœur, la civilisation romaine. Pourquoi cher à mon cœur? J'ai été bercé pendant mes années d'enfance par les histoires d'Astérix, par des films où est-ce qu'il y a les fameux péplums, où est-ce qu'il y avait des Romains, etc. Donc, ça a longtemps peuplé mon imaginaire, même qu'à un certain point, j'ai fini par me spécialiser quelque peu là-dedans. Alors, pourquoi les Romains sont si importants? Pourquoi la civilisation romaine est si essentielle? C'est que, un peu comme de la même façon que dans la vidéo précédente, j'expliquais que nous sommes des Grecs, nous sommes également des Romains. Lorsqu'on se promène dans le paysage urbain, on peut pas échapper aux dômes, aux arches, tous ces éléments de l'architecture romaine, le béton qui nous vient également des Romains. Mais si on fait des transactions commerciales, si on va au tribunal, etc., encore une fois, nous sommes des Romains. Et notre façon de parler vient des Romains. Alors le latin, le français dérive du latin presque directement. Donc pour toutes ces raisons-là, on doit énormément aux Romains. Alors nous sommes environnés d'un monde romain, encore résolument romain. Alors comment cette civilisation s'est imposée, comment elle est devenue essentielle au monde occidental, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. D'abord, un peu de géographie, hein. Rome est située, comme chacun sait, en Italie, mais où précisément en Italie? Vers le milieu de l'Italie, entre le nord et le sud. Et plus précisément, à côté du fleuve le plus important de l'Italie, le Tibre. Or, quand on regarde bien la carte, on constate que le seul moyen de passer du nord au sud ou du sud vers le nord, c'est par Rome. Parce que d'abord, dans la région orientale de l'Italie, on a la chaîne de montagnes qu'on appelle les Apennins qui rendent la circulation difficile. Donc, la seule façon de voyager à cette époque-là, c'est essentiellement par les plaines. Or, les plaines sont coupées par le Tibre dont je parlais, le grand fleuve. Et il n'est possible de traverser le Tibre à cette époque-là de façon aisée seulement dans la région de Rome. Ce qui va faire de Rome un site stratégique de toute première importance. Alors, les armées ou les marchands qui veulent voyager du nord vers le sud ou du sud vers le nord devront obligatoirement passer par Rome. Ce qui va amener aux Romains un destin particulier. Ou bien, comme leur site est particulièrement convoité par tous leurs voisins en raison de son caractère stratégique, les Romains seront condamnés soit à être conquis par leurs voisins ou au contraire se défendre constamment pour éventuellement contrôler leurs voisins qui convoitent leur terre. Et éventuellement, les Romains, après plusieurs efforts, vont choisir la deuxième option. Ils vont devenir les maîtres de l'Italie. Mais n'allons pas trop vite. Comment Rome commence? Les anciens textes romains nous parlent d'une date 753 avant Jésus-Christ. C'est la date durant laquelle les deux fondateurs légendaires de la ville auraient posé les premières pierres de ce site exceptionnel. On parle ici des jumeaux Romulus et Rémus. Évidemment, ce récit des deux jeunes garçons abandonnés à leur naissance, recueillis par une louve qui va les allaiter jusqu'à temps qu'ils soient retrouvés par des bergers et qu'ensuite, une fois grands, ils fondent la ville de Rome. Et évidemment, tout ça, c'est un récit légendaire, mais néanmoins, la date choisie par les Romains pour la fondation de leur cité, qui a souvent été contestée par les historiens auparavant, n'est pas si fantaisiste que ça. 753 avant Jésus-Christ, ça correspond pas mal à ce que les fouilles des années 60 ont trouvé sur le site de Rome. Alors, on a constaté que les premières occupations humaines sur le site dateraient justement du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc 753. Donc, Rome commence à cette époque-là. On nous raconte dans les textes que le premier roi aurait été Romulus, un des deux jumeaux, après qu'il ait tué son frère jumeau Rémus.
Et donc, il y aurait eu au total 7 rois légendaires qui auraient régné sur Rome. Probablement que le chiffre est inexact, il y aurait probablement eu davantage de rois, mais peu importe, on ne s'intéressera pas à cette période qui est plutôt mythique et qui échappe un peu aux investigations historiques. On va se concentrer surtout sur une date charnière dans l'histoire de Rome, c'est 509 avant Jésus-Christ, l'époque où est-ce que les Romains vont se débarrasser des rois. En effet, à l'époque, le roi de Rome s'appelle Tarquin, on le surnomme Tarquin le Superbe, pas qu'il était superbe de sa personne, mais superbus en latin veut dire orgueilleux. Donc Tarquin l'orgueilleux serait peut-être une meilleure traduction. Et Tarquin se comportait comme un tyran et éventuellement, en son absence, ses fils vont faire un acte qui va être la goutte qui va faire déborder le vase. Ils vont violer, selon les récits, une fille de la plus haute aristocratie qui s'appelle Lucrèce, qui ensuite va se suicider. De ce fait, les Romains ne veulent plus rien savoir de Tarquin ni des rois. Alors quand Tarquin va revenir, les portes de la ville vont être fermées et on va signifier à Tarquin qu'il n'a plus à revenir. Il va faire quelques tentatives, mais il va échouer. Et donc, Rome va se libérer des rois à partir de 509 avant Jésus-Christ. Il n'y aura plus de rois à Rome. Et évidemment, la nature ayant horreur du vide et la politique aussi, il faudra bien remplacer le système royal par un autre système. C'est à cette époque-là qu'on va fonder un nouveau système original, un régime politique qu'on va appeler la République romaine. D'abord, qu'est-ce qu'une république? Alors, le mot est d'origine romaine et grecque. Alors, chez les Romains, en latin, le mot vient de res publica, qui signifie la chose publique, donc qui appartient à tous. Alors, c'est un gouvernement où est-ce que tous les citoyens auront leur mot à dire. C'est ce que signifie la république pour les Romains. Et à quoi ressemblera cette république chez les Romains? C'est qu'ils vont remplacer le régime de la monarchie par 3 organes politiques qui vont occuper tout le pouvoir. Alors, ces 3 organes seront les suivants. Il y aura d'une part les magistrats, ensuite le Sénat, qui, soit dit en passant, existait déjà, et enfin, il y aura les comices, si vous préférez, les assemblées du peuple. Voyons d'abord les magistrats. En fait, les magistrats vont remplacer le roi lui-même. C'est que le roi, à l'origine, chez les Romains, détenait ce qu'on appelait l'imperium. L'imperium, c'était le pouvoir du roi. C'est quoi exactement l'imperium? C'est le pouvoir sur les armées, donc un certain pouvoir militaire, et un genre de pouvoir exécutif également, le pouvoir d'exécuter les lois, et doublé aussi d'un certain pouvoir législatif. Donc, le roi avait énormément de pouvoir, et ce pouvoir-là, on l'appelait l'imperium. Alors, une fois que le roi est parti, on décide qu'on va confier l'imperium à quelqu'un d'autre. Évidemment, si on confie l'imperium à une seule personne pour le reste de sa vie, ça signifie revenir à la monarchie, hein? Donc quelqu'un qui occupe le pouvoir toute sa vie. Alors, on va décider de confier l'imperium non pas à une, mais à 2 personnes, du moins au début. Et ces 2 personnes-là devront avoir un mandat limité, parce que si la personne garde le pouvoir longtemps, elle a tendance à se corrompre. Même chose pour 2 personnes. Alors donc, on va créer des magistrats qu'on va appeler d'abord les consuls. Les consuls, ce sont les chefs d'État chez les Romains, hein? Donc les présidents de la République, si vous préférez. Alors, il y en a 2. Alors, les 2 sont élus par la population et ils sont élus pour seulement un mandat d'1 an. Alors, ça fait une grosse différence par rapport aux rois d'autrefois. Alors, ces gens-là doivent se partager le pouvoir que le roi détenait seul, et d'autre part, ils sont élus par la population, et enfin, leur mandat est limité dans le temps. Ils sont consuls pour seulement 1 an, ils détiennent l'impérium pendant 1 an seulement, ce qui leur laisse peu de temps pour éventuellement créer une dictature. Donc, les Romains ont cru éviter la monarchie en procédant de cette manière-là.
Et il est bon de mentionner que les consuls sont souvent deux rivaux politiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les élit, eh bien, celui qui devient le consul principal, le consul senior, c'est celui qui obtient le plus de votes. Mais ensuite, le deuxième consul, qu'on appelle le consul junior, c'est celui qui obtient le plus de votes après le premier. Alors souvent, ce sont des rivaux politiques et qui doivent se partager le pouvoir. Chacun exerce la présidence en quelque sorte pendant un mois. Donc, ils alternent au pouvoir et chacun se surveille l'un l'autre. Alors, il y a peu de chances à ce moment-là qu'ils collaborent ensemble pour véritablement prendre le pouvoir de façon permanente et devenir des dictateurs. Alors, évidemment, on a deux consuls au début qui occupent le pouvoir du roi, mais ça, c'est à une époque où est-ce que Rome était encore une petite ville. Mais Rome fait des conquêtes, Rome grandit avec le temps, et de plus en plus, ça devient difficile d'avoir seulement deux magistrats au sommet de la République romaine. Parce qu'évidemment, lorsque Rome est prise dans des guerres, un des consuls va conduire l'armée contre l'ennemi, alors que l'autre consul reste dans la cité pour la gouverner. Mais qu'est-ce qui arrive à partir du moment où Rome a plusieurs ennemis et doit avoir plusieurs armées? Ben, c'est là qu'on va commencer à créer d'autres magistrats, les magistrats juniors. Alors, les premiers d'entre eux qui vont être créés, ce sont les préteurs. Les préteurs détenaient aussi l'impérium, le pouvoir du roi, mais un impérium junior, c'est-à-dire que ils avaient le droit, certains d'entre eux avaient le droit de commander une armée, d'autres avaient des responsabilités administratives qui relevaient du roi auparavant, mais ils doivent néanmoins obéir au consul. Donc, ils sont subordonnés au consul. Alors, on va d'abord créer un premier préteur, éventuellement plusieurs autres, au fur et à mesure des besoins qui se développent dans la ville de Rome. Et éventuellement, on va créer, pour répondre à d'autres besoins, d'autres magistrats qui seront en dessous des préteurs. Hein. Il y aura les édiles, il y aura les questeurs, etc. On ne fera pas un cours sur la magistrature romaine, mais donc il y aura tout un réseau un système de magistrats qui auront tous quelques points en commun. Tous ces gens-là sont élus par la population lors des comices, les assemblées. D'autre part, ils sont élus pour seulement un mandat d'un an. Et autre chose intéressante aussi, c'est que on ne peut pas être consul, par exemple, sans avoir été préalablement préteur. Et on ne peut pas être préteur sans avoir été auparavant édile. Et on ne peut pas être édile sans avoir été questeur auparavant. Autrement dit, pour qu'un Romain puisse se hisser jusque dans les plus hautes sphères de la politique, il faut qu'il passe par plusieurs échelons et acquérir à ce moment-là une certaine expérience politique. Donc, à Rome, c'est ce qu'on appelle le cursus honorum, la course des honneurs. Donc, à Rome, les magistrats vont occuper l'impérium à différents niveaux, et donc ce sont eux qui, dans les faits, vont gouverner Rome. Mais à côté des magistrats, il y a également le Sénat. Ce qu'il faut savoir du Sénat, c'est qu'il existait déjà à l'époque où il y avait des rois qui dirigeaient Rome. C'est que le Sénat était auparavant le conseil du roi. Alors, les membres du Sénat, c'était les conseillers du roi à l'origine, c'était le roi, évidemment, qui les choisissait jusqu'à un certain point, parce qu'il y a certains membres du Sénat qui étaient trop importants pour que le roi ne les choisisse pas. Donc, il y avait une certaine sélection parmi les plus hautes familles de Rome chez les sénateurs. Sauf que là, en 509 avant Jésus-Christ, on chasse le roi. Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite? Comment on va sélectionner les nouveaux sénateurs? Eh bien, on va instituer un système qui est le suivant. C'est que les membres du Sénat sont désormais ceux qui sont des magistrats ou ceux qui l'ont déjà été. Donc, à partir du moment où quelqu'un devient un magistrat, il devient de facto membre du Sénat pour le reste de sa vie. Alors, le Sénat était formé de tous les magistrats et anciens magistrats qui avaient gouverné Rome jusqu'alors et qui étaient encore vivants. Ils étaient à peu près 300 pendant la plus grande partie de la République. Alors, quel est le rôle du Sénat? Ben, en fait, le véritable pouvoir était entre les mains cet organe politique. C'est que les sénateurs ont été pendant longtemps les vrais maîtres de Rome. Pourtant, ils n'ont aucun pouvoir véritablement officiel. C'est-à-dire que ils ne font pas de loi, même si ils vont fortement les recommander au peuple ou au consul. Et d'autre part, ils n'ont pas de pouvoir officiel.
Sauf qu'ils ont une autorité morale considérable. Pourquoi? Parce que qui sont les membres du Sénat? Tous les gens qui comptent à Rome, les gens des plus hautes familles, et ça inclut les chefs de parti, ça inclut les hommes politiques de grande envergure. Alors évidemment, quand un consul est élu par la population, il doit composer avec le Sénat qui lui fait ses recommandations, et il est souvent très difficile pour un consul d'ignorer les conseils, les recommandations du Sénat. Alors le Sénat a énormément d'autorité morale. Plusieurs des membres du Sénat ont déjà été plusieurs fois consuls. De ce fait, ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour le consul qui doit composer avec un Sénat avec beaucoup d'autorité. Éventuellement, vers la fin de la République, le Sénat a quand même un pouvoir officiel, le pouvoir du Trésor, donc ils vont contrôler, les sénateurs vont contrôler le budget. Et ce qui montre bien leur importance, soit dit en passant. Et enfin, le troisième organe qui gouverne Rome, ce sont les comices. Et il y en a plusieurs, on n'ira pas dans les détails, les comices tributes, les comices centuriates, etc. Ce sont les assemblées du peuple de Rome. Alors, ces assemblées-là jouent un rôle majeur en principe dans le gouvernement de Rome, parce que théoriquement, les assemblées, le peuple romain, lorsqu'il est assemblé, détient tous les pouvoirs. Alors, il détient le plein pouvoir. C'était dans les assemblées, les comices, qu'on élisait tous les magistrats. On poursuivait également les criminels. On votait également toutes les lois. Et c'est aussi au sein des comices qu'on votait la guerre, si on faisait la guerre ou non. Donc, ça veut dire que théoriquement, le peuple de Rome contrôlait, était souverain. Le problème, c'est que cette souveraineté du peuple romain n'était que théorique. Dans les faits, les comices, les assemblées du peuple étaient contrôlées par les riches, et de deux façons. D'une part, par la façon avec laquelle on votait, et d'autre part, par le système des clientèles. Voyons d'abord comment on votait à Rome. On votait à cette époque-là par unité de groupe, c'est-à-dire que c'était pas un suffrage universel où est-ce que tout le monde votait en même temps. Chaque citoyen votait à l'intérieur d'un groupe, c'est-à-dire une tribu dans la plupart des cas. Et il y avait un nombre limité de tribus, et d'autre part, ces tribus-là ne comptaient pas le même nombre d'électeurs. Alors, il y avait des tribus qui comptaient seulement quelques milliers d'électeurs, et il y avait des tribus dans lesquelles il y avait plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'électeurs. Alors, évidemment, ce que ça donne, c'est que un consul qui veut être élu ou une loi qui doit être passée doit remporter une majorité de tribus, mais toutes ne valent qu'un vote, peu importe le nombre de gens qui les composent. Alors, et évidemment, d'après ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y avait des tribus de riches, celles qui étaient sous-peuplées, et il y avait des tribus de pauvres qui étaient surpeuplées. Et l'effet que ça donnait, c'est que le vote des riches valait beaucoup plus que le vote des pauvres. Surtout qu'en plus, les riches, qui étaient pourtant une minorité, avaient beaucoup plus de tribus pour voter que les pauvres. Au total, il y avait 4 tribus urbaines qui représentaient la plus grande partie des pauvres dans la cité, et que la plus grande partie des pauvres dans la cité ne valait en gros que 4 votes, alors que la minorité de riches avait beaucoup plus de votes. Ce qui fait que, en bout de ligne, le vote des riches était surreprésenté, et ça donnait un pouvoir énorme aux riches lors de ces votes-là. L'autre façon avec laquelle les riches romains contrôlaient les assemblées du peuple, c'était le système des clientèles. Le système des clientèles, c'est la relation entre le patron et le client. Et ça, c'est une des institutions les plus caractéristiques de Rome. Alors, qui sont le patron et le client? D'abord, oublions la signification moderne de patron ou de client. Alors, quand on parle de patron, on ne parle pas d'un patron d'entreprise, et quand on parle de client à Rome, on ne parle pas de quelqu'un qui entre dans un magasin. Alors, à Rome, on pouvait être un patron ou un client. Qui est le patron, premièrement? C'est un homme riche et influent. Et qui est le client? C'est quelqu'un qui dépend de son patron.
Et cette relation qu'il y avait entre le patron et le client n'avait pas de base légale. Je ne veux pas dire par là que c'est une relation illégale, c'est juste qu'elle n'était pas reconnue légalement dans la mesure où est-ce qu'on ne signait pas un contrat entre les deux. C'était une entente morale entre les deux. D'abord, voyons voir une tranche de vie dans la journée du patron. Alors, un patron, c'est un homme riche et influent. Imaginons qu'il se lève le matin, à l'aube évidemment, parce que les Romains se lèvent très tôt, et donc ses esclaves accourent autour de lui pour s'occuper de lui. L'un a préparé son déjeuner, un déjeuner frugal parce que les Romains mangent frugalement, et donc un s'occupe de le raser, un autre va l'aider à s'habiller, et une fois que le patron est prêt, eh bien, il va s'installer dans son bureau et son esclave principal, son majordome, va ouvrir les portes de la maison. Et devant les portes de la maison, il y a une file de gens qui attendent. Ce sont les clients. Alors, les clients vont entrer un par un pour rencontrer le patron. Les plus importants clients en premier et les plus modestes en dernier. Et que se passe-t-il? Ces clients-là viennent voir le patron pour lui faire des demandes. Alors, les plus modestes d'entre eux viennent simplement récupérer un panier de nourriture que le patron leur donne. Alors, c'est ce qu'on appelle la sportula. Donc, les patrons leur donnaient des paniers de provisions, une aide alimentaire, autrement dit, pour les aider à arrondir leur fin de mois. Donc, ça, c'est pour les clients les plus modestes. Donc, c'est un des devoirs du patron envers ses clients modestes. Mais il y en a d'autres qui viennent lui faire des demandes. Alors, certains d'entre eux viennent lui demander des conseils. Alors, patron, vous êtes quelqu'un qui avait des contacts un peu partout. Qu'est-ce que vous pensez si j'unirais ma fille au garçon de telle famille? Est-ce que c'est une bonne famille? Est-ce qu'elle a des bons liens politiques, etc. Ou, ah, patron, j'ai des problèmes par rapport à telle chose ou telle autre chose, vous qui avez des liens un peu partout, qui avez des connaissances, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y a des conversations cordiales de cette façon-là et de politesse, mais aussi de conseils entre le patron et ses clients. Certains d'entre eux viennent carrément lui demander sa protection. Alors, je viens vous voir, patron, parce que j'ai un procès sur le dos. Vous qui êtes quelqu'un d'influent, est-ce que vous pourriez parler pour moi lors du procès? Est-ce que vous pourriez me payer un avocat, etc., etc. Et le patron, généralement, essayait de satisfaire ses clients. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que le patron faisait tout ça par pure bonté d'âme? Ben, vous qui connaissez la nature humaine, vous devinez que non. C'est que le client reçoit bien sûr la protection de son patron, mais il doit donner quelque chose en échange. Alors, quels sont les devoirs du client? Ils sont très simples. C'est que tous ces clients-là sont des citoyens romains, généralement. Alors, au moment où est-ce que le patron, éventuellement, ce patron qui a des ambitions politiques va se représenter lors d'élections, il s'attend à ce que ses clients votent pour lui. Et comme les votes dans les comices ont lieu avec la main levée, alors tout le monde sait qui a voté pour qui. Alors évidemment, le patron a des hommes lors du vote qui vont vérifier si ses clients ont voté pour lui. Alors, d'une part, un des devoirs du client, c'est de voter pour le patron ou de voter pour la loi que préconise le patron. Un autre élément aussi que les clients doivent apporter à leur patron, c'est un appui politique. Bon, c'est pas seulement le vote en quelque sorte, c'est que lorsqu'on lieu des discours de candidats qui veulent devenir consul, prêteur ou magistrat, et évidemment, ils doivent faire des discours sur la place publique et pour ce faire, ils vont arriver d'abord dans une toge qui est blanchie à la craie pour qu'on le voit bien de loin, mais il va surtout être entouré de ses clients. Et plus il a de clients autour de lui, plus il aura l'air influent. Surtout qu'en plus, la politique à Rome, c'est souvent costaud, c'est souvent violent. Alors, parfois, il y a des confrontations entre les clients d'un candidat et les clients de l'autre candidat, et ça tourne souvent au vinaigre, ça commence à s'affronter. Certains ont l'audace de cacher des bâtons dans leur toche pour mieux avoir de meilleurs arguments contre les ennemis. Alors donc, c'est du sport extrême, la politique à Rome, et il est bon de s'entourer de clients autour de soi, des clients costauds préférablement. Donc, le client apporte également son appui politique, mais aussi il peut apporter certains services, hein, certains qui ont des spécialités, que ce soit dans l'administration ou dans d'autres domaines. Alors, ils sont à la disposition du patron si jamais il a besoin de leurs services.
Plusieurs étudiants à moi me rappellent en classe que ça ressemble beaucoup au système de la mafia. Ben oui, il y a des éléments que la mafia va conserver de l'ancienne République romaine. Le système des clientèles en est un. Alors, si vous regardez Le Parrain, le premier film de la trilogie du Parrain, au tout début, quand le chef de mafia marie sa fille, ben on a une scène qui ressemble beaucoup à celle de l'Antiquité où est-ce que le patron rencontrait ses clients. Alors, c'est un héritage qui reste encore de nos jours, quoique c'est dans le monde interlope. Une autre chose qu'il faut savoir par rapport au système des clientèles, c'est que d'abord, cette entente, comme je l'ai dit auparavant, est une entente morale, mais dont il est dur de se débarrasser parce qu'il y a des conséquences à trahir un patron avec le temps, parce que plus personne ne vous fait confiance. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que cette relation est de nature héréditaire. C'est-à-dire que quand le patron finit par mourir et est remplacé par son fils, ben le fils devient le nouveau patron. De la même façon, le fils du client va avoir le même patron ou le fils du patron de son père. Alors donc, cette relation entre patron et le client se maintient sur plusieurs générations. Et de ce fait, il y a une relation de confiance qui se crée entre les deux familles, la famille du client et la famille du patron. Et pour les riches romains, le système des clientèles va avoir beaucoup d'avantages. Alors, d'une part, ça leur permet de contrôler les comices, évidemment, mais ça réduit aussi les tensions sociales à Rome. Rappelez-vous qu'en Grèce, il y avait souvent beaucoup de révoltes au sein de la population, et c'est pour ça que la politique bougeait beaucoup. À Rome, il n'en est rien. Il y aura des révoltes, mais elles seront très rares comparées au monde grec. C'est que chaque pauvre est récupéré pour aider la cause d'un riche. Alors, les clients sont récupérés par plusieurs riches. Alors, les clients, au lieu de s'unir tous ensemble contre les riches, ben chacun d'entre eux va épouser la cause d'un riche, quitte à s'affronter les uns les autres, les pauvres contre pauvres, pour la cause d'un riche. Alors, ça va réduire les tensions politiques entre le bas peuple et les hautes sphères de la société. Alors, les élites romaines vont énormément en profiter. Un autre avantage pour les Romains que ce système de la clientèle, c'est qu'ils vont l'appliquer aussi aux conquêtes de Rome. C'est-à-dire que dès que Rome va conquérir une nouvelle cité, une nouvelle région, eh bien cette région-là ou cette cité-là va devenir la cliente du général qui l'a conquise. Et de ce fait, elle pourra compter sur le général pour la protéger s'il y a des problèmes par la suite. Alors, je m'explique plus précisément. C'est que, rappelons-nous que les relations entre le patron et le client sont héréditaires. Alors, la région conquise par les Romains devient pour toujours, à moins qu'il y ait des changements, la cliente de la famille du général qui l'a conquise. Et cette famille-là va continuer à veiller sur les intérêts de cette cité-là, du moins en principe. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'une cité qui a des problèmes avec son gouverneur, qui a des problèmes avec un magistrat romain, aura toujours le recours de faire appel à son patron pour veiller sur elle. Et le patron, à ce moment-là, pourra lui fournir un avocat, pourra parler pour lui au Sénat, ou utiliser donc son influence politique pour aider la cité ou la région qui est spoliée par un magistrat de Rome. Alors l'avantage que ça aura, c'est que n'importe quelle région de l'Empire romain va avoir un patron. Et au lieu de se révolter lorsqu'elle est déçue de certains agissements des Romains, elle aura un recours, faire appel à son patron pour obtenir gain de cause. Et l'effet que ça aura à long terme, c'est que les révoltes seront diminuées, seront peu fréquentes dans l'Empire romain comparé à d'autres empires, puisqu'on peut passer par les voies de la légalité plus facilement pour être protégé. Donc, le système des clientèles contribuera à rendre l'Empire romain un peu plus stable que bien d'autres empires. Donc, si on conclut sur la République romaine, il faut faire une remarque extrêmement importante. C'est que la République romaine n'est pas une démocratie. Elle est dominée par les riches. Et donc, les éléments
On a beau voter, on a beau élire les magistrats, les éléments théoriquement démocratiques étaient sensiblement limités. Alors, la République romaine n'était pas une démocratie, elle était plutôt une oligarchie élective de riches. Cela dit, elle a un avantage sur les anciens Grecs. La démocratie grecque, c'est que il est beaucoup plus facile chez les Romains de devenir citoyen romain. Un étranger, un ancien esclave, plus facilement devenir citoyen romain. Autant les Grecs avaient beaucoup de mal à partager la citoyenneté, les Romains vont la partager plus aisément. Même que, éventuellement, en 212 après Jésus-Christ, tous les habitants de l'Empire seront désormais des citoyens romains. C'est donc cette République romaine que je viens de décrire qui va être à l'origine de l'Empire romain tel qu'on va le connaître. Donc, ce sont les membres de cette République qui vont éventuellement initier cette grande conquête qui va être la leur. Et la première étape de cette immense conquête, ça va être la conquête de l'Italie. Alors, elle commence à partir de 509 avant Jésus-Christ, le moment des débuts de la République, et elle va se terminer vers 272 avant Jésus-Christ. Et donc, durant cette période assez longue, les Romains vont conquérir l'Italie. Et il faut savoir que cette conquête se fait par les armées. Évidemment, l'armée romaine va évoluer pour devenir la meilleure armée au monde dans l'Antiquité. Donc, les Romains ont un sens pratique qui fait en sorte qu'ils développent une armée de plus en plus efficace. Mais il faut savoir également que cet empire n'aurait pas vu le jour sans l'immense habileté politique des Romains. Donc, les Romains se distinguent par cette capacité et c'est cette habileté politique qui va faire en sorte que l'Empire romain va durer aussi longtemps. Alors, à quoi ressemble cette habileté politique? C'est que les Romains vont en fait baser leur conquête sur trois éléments. Le système des clientèles que j'ai mentionné jusqu'à maintenant, qui leur permet de maintenir une certaine stabilité dans leur empire, mais ils vont utiliser aussi deux outils. Le système du statut des cités alliées et également le système des colonies romaines. Voyons d'abord le système des statuts. Le statut est quelque chose d'extrêmement important pour les Romains. C'est ce qui définit un individu. Alors, chez les Romains, dans le monde romain, il y avait trois statuts essentiels. Alors, au sommet, il y a les citoyens romains eux-mêmes. Alors, un citoyen romain a le droit de voter, il a le droit de se représenter aux élections, quoique seulement les riches le font. Alors donc, cette pleine citoyenneté romaine est réservée aux citoyens qui habitent à Rome, mais éventuellement, les Romains vont partager cette citoyenneté-là avec leurs alliés les plus fidèles. Alors, essentiellement, au début, ce sont les autres cités latines qui sont situées très près de Rome, qui parlent la même langue qu'eux. Alors, ces alliés-là de la première heure, d'anciens ennemis, mais qui ont fini par devenir de véritables alliés et des amis, ces gens-là vont obtenir également la pleine citoyenneté romaine. Donc, les cités latines autour de Rome, les citoyens de ces cités-là avaient le droit d'aller voter à Rome, avaient le droit de se représenter aux élections. C'était difficile, mais ils pouvaient le faire, théoriquement. Et des personnages comme Cicéron ou Marius venaient de l'extérieur de la ville. Donc, pour les alliés de la première heure, les alliés les plus fidèles, il y a la possibilité d'obtenir la citoyenneté romaine. Mais pour les autres, des alliés de longue date qui ont fait leurs preuves, ces gens-là, ces cités-là obtenaient une citoyenneté romaine limitée. Alors, c'était pour ces alliés qui avaient fait leurs preuves, qui, pendant de longues années, avaient été du côté de Rome dans toutes ces guerres, ces gens-là, les citoyens de ces cités-là, obtenaient une citoyenneté limitée. Ils n'avaient pas le droit de vote, mais ils obtenaient tous les avantages juridiques qui venaient avec la citoyenneté romaine. Les citoyens romains avaient certaines protections juridiques qui étaient enviées par le reste des populations. Donc, les alliés fidèles de Rome obtenaient cette citoyenneté et cette protection-là. Évidemment, cette citoyenneté romaine limitée s'accompagnait de certains devoirs. Alors, les cités alliées qui obtenaient ce statut devaient fournir également des contingents militaires, des armées, lorsque Rome faisait la guerre. Mais ce n'était pas tellement différent des Romains eux-mêmes, des citoyens romains eux-mêmes, qui avaient le devoir de défendre la cité. Donc, ces devoirs-là étaient les mêmes que les Romains.
En dessous d'eux, il y avait les alliés de second ordre. Alors, c'était un statut qu'on réservait aux cités plus éloignées. Alors, ces cités-là avaient été conquises par Rome, mais avaient fini par collaborer avec Rome, et après quelques années de fidélité, elles obtenaient ce statut. Alors, quels étaient les avantages de ce statut? Ben, elles devenaient autonomes pour leur politique intérieure. Elles pouvaient se gouverner elles-mêmes. Cela dit, elles restaient dépendantes de Rome pour leur politique extérieure. Donc, elles devaient affronter les ennemis que Rome leur désignait. Et d'autre part, ces cités-là devaient fournir également des soldats. Alors, il y avait trois, donc, statuts par lesquels les différentes cités pouvaient passer. Alors, une cité nouvellement conquise devenait une alliée de second ordre et éventuellement, après de longues années de fidélité à Rome, elle pouvait obtenir la citoyenneté romaine limitée et éventuellement, elle pouvait aspirer à obtenir une pleine citoyenneté romaine. Et effectivement, donc, plusieurs de ces cités vont l'obtenir en Italie. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est que les gens, les populations conquises par les Romains ont un espoir. Si elles collaborent bien, si elles se comportent de façon romaine, si elles adoptent les institutions romaines, ben à la longue, elles vont finir par être acceptées comme des cités romaines et obtenir un statut supérieur. Donc, cette façon de Rome d'accorder des statuts à des alliés fidèles va l'aider à fidéliser justement ces alliés-là et les encourager à aider Rome et à collaborer avec elle. Et donc, ça va faire que les alliés de Rome vont avoir tendance à être plus fidèles que dans bien d'autres empires. Mais je l'ai dit, les Romains étaient extrêmement habiles à ce système des statuts qu'on accordait aux anciens ennemis. Il y avait aussi le système des colonies romaines. C'est que lorsque les Romains venaient de conquérir une nouvelle région, ils s'assuraient de contrôler pleinement la région en installant là-bas une colonie de vétérans romains. Qu'est-ce qu'un vétéran? C'est un ancien soldat. Et donc, on accordait à ces soldats-là des terres dans la région de nouvellement conquise. Alors, ces soldats recevaient cette récompense en guise de retraite et ils jouaient un double rôle. Le premier rôle, c'est que ces soldats-là qui avaient 20 ans d'expérience comme soldats parce que le service militaire durait 20 ans, c'était donc des militaires chevronnés, des militaires extrêmement expérimentés, extrêmement brutaux aussi. Alors, ces gens-là étaient en mesure de défendre la nouvelle colonie si jamais il y avait une révolte dans cette région nouvellement conquise. Donc, c'était un frein aux révoltes pour les populations environnantes qui n'étaient pas très contentes d'avoir été conquises pour les Romains. Mais ils jouaient un autre rôle également. C'est que ces gens-là sont à la retraite, ils jouissent d'une certaine richesse parce qu'ils viennent d'obtenir des terres, donc ils deviennent des notables du lieu et ils sont évidemment des clients potentiels pour les populations locales. Alors, on essaye de les séduire. De toute façon, on doit les respecter. Alors, souvent, donc, les marchands essayent de leur vendre des choses et par la même occasion, donc, on leur parle dans leur langue pour les amadouer, etc. Alors, ces colonies de vétérans vont constituer des foyers de romanisation, c'est-à-dire qu'ils vont contribuer à romaniser, rendre romain la population environnante. Et ils vont avoir beaucoup d'influence et éventuellement, les régions des anciennes colonies romaines vont devenir pleinement romaines après plusieurs générations. On va finir par parler latin, on va finir par adopter des institutions romaines. Donc, ils vont favoriser l'intégration des nouvelles conquêtes dans l'Empire romain. Alors, si on résume, les Romains initient une conquête grâce à la force de leurs armes, mais ils vont pouvoir compter aussi sur une certaine habileté politique qui va se manifester sous d'abord le système des clientèles, euh, par l'octroi de statuts aux populations nouvellement conquises et également par les colonies romaines qui empêchent les révoltes et qui favorisent la romanisation. Grâce à tout ça, la conquête de l'Italie va se faire rondement de la part des Romains, et d'autre part, ils vont pouvoir compter après plusieurs générations sur une population italienne fidèle à l'Empire romain, fidèle à Rome, et ça va jouer un rôle extrêmement important pour la suite des choses pour
pour Rome. D'abord, Rome va pouvoir compter sur des contingents extrêmement importants, beaucoup d'armées italiennes, donc ils vont pouvoir l'appuyer dans toutes ses conquêtes. Et d'autre part, lorsqu'elle va vivre des moments difficiles comme lors de la guerre d'Hannibal, où est-ce qu'Hannibal faisait la pluie et le beau temps en Italie, les populations qui auraient pu être tentées de lâcher Rome pour la puissance de Carthage vont rester fidèles à Rome dans son immense majorité. Tout ça grâce à l'habileté politique des Romains.